J'ai invité mes deux parents divorcés à mon mariage. Pendant son discours, mon père a regardé ma mère et a dit: Raconte-leur comment tu as eu une liaison avec le père de la mariée. Ma belle-mère a jeté son verre de vin au visage de son mari et est partie en pleurant. Personne n'a bougé. Je m'appelle Adrien. J'ai 29 ans et, il y a environ 3 mois, j'ai vécu la pire minute de toute ma vie. Pas le pire jour, pas la pire semaine, une minute bien précise. 60 secondes qui ont fait exploser 2 familles. Mis fin à un mariage de 27 ans qu'il ne m'appartenait pas de briser. Et transformé ce qui devait être la plus belle nuit de ma vie en quelque chose qui me fait encore trembler les mains quand j'y pense. Et le plus fou, c'est que c'est moi qui ai tout déclenché. Parce que je suis le génie qui a décidé que mes deux parents divorcés devaient absolument être à mon mariage. Alors, accrochez-vous, car l'histoire devient moche. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans un foyer de la classe moyenne assez classique dans un pavillon en banlieue de Lyon. Mon père Olivier et ma mère Valérie s'étaient mariés jeunes. Ils m'avaient eu à 23 ans et avaient eu mon petit frère Maxime 2 ans plus tard. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quelle autre famille de notre quartier. Mon père entraînait l'équipe de football locale. Ma mère organisait la vente de gâteaux lors de la kermesse de l'association des parents d'élèves chaque printemps. Nous avions un golden retriever nommé Caramel qui mangeait tout ce qui n'était pas cloué au sol. Des choses normales. Mais derrière les portes closes, l'ambiance était plus glaciale qu'elle n'y paraissait. Mes parents n'étaient pas du genre malheureux à crier et à jeter des assiettes. Ils étaient du genre silencieux. Le genre où vous entrez dans la cuisine et tous les deux s'arrêtent de parler. Le genre où votre mère dort sur le canapé 3 nuits par semaine sans que personne n'explique jamais pourquoi. Enfant, je ne comprenais pas. Je pensais juste que tous les parents étaient comme ça. Ce n'est que vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à remarquer comment fonctionnaient réellement les autres familles et que j'ai réalisé que la mienne tournait à vide. Ils ont fini par se séparer quand j'avais 17 ans. Maxime en avait 15. Mon père a déménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville, et ma mère a gardé la maison. Le divorce était cordial sur le papier, mais amer en profondeur. Ils communiquaient par l'intermédiaire d'avocats, même quand ce n'était pas nécessaire. Les fêtes de fin d'année sont devenues une véritable partie d'échec pour l'organisation. Maxime et moi sommes devenus les intermédiaires, un rôle que je ne souhaiterais à personne. Vous n'avez pas vécu tant que votre mère ne vous a pas tendu une enveloppe scellée en disant « Donne ça à ton père ». Et que votre père la lit, rit et dit « Dis à ta mère quel délire ». Des moments très amusants. Au cours de la décennie suivante, les choses se sont calmées. Non pas parce qu'ils avaient guéri, mais parce qu'ils ne se souciaient tout simplement plus assez l'un de l'autre pour se disputer. Quand j'ai atteint la mi-vingtaine, ils pouvaient être dans la même pièce sans que la température ne chute de 15 degrés. Un progrès, je suppose. Maintenant, laissez-moi vous parler de Juliette. J'ai rencontré Juliette lors de ma 2e année de master. Elle préparait son master en santé publique. Je terminais un diplôme en gestion et nous étions tous les deux à cette terrible soirée de questions-réponses dans un bar près du campus où aucune de nos 2 équipes ne connaissait la moindre réponse sur la géographie européenne. Nous avons commencé à plaisanter d'une table à l'autre, nous avons fini par fusionner nos équipes, nous avons quand même perdu lamentablement. Et je lui ai demandé son numéro avant même qu'on ait reçu l'addition. Elle a dit oui, et je jure que j'ai flotté jusqu'à chez moi cette nuit-là. Juliette fait partie de ces personnes qui donnent à chacun de ceux qui l'entourent le sentiment d'être important. Elle est drôle sans essayer de l'être. Elle est vive. Elle est gentille et elle a cette façon de balayer les absurdités dont je suis tombé amoureux presque immédiatement. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant que je la demande en mariage. Et quand elle a dit oui, j'ai littéralement pleuré, ce qu'elle me reproche encore pour me taquiner, mais je sais qu'elle a adoré ça. C'est là qu'intervient sa famille. Les parents de Juliette sont Jean-Marc et Catherine. Jean-Marc est un promoteur immobilier, plutôt prospère. Le genre de gars qui a toujours une poignée de main ferme et une histoire sur une propriété qu'il a revendue dans les années 90. Catherine est une institutrice à la retraite. Chaleureuse et accueillante, le genre de belle-mère que l'on souhaite vraiment avoir. Ils sont mariés depuis 32 ans, et de ce que je pouvais voir, ils formaient un couple solide. Pas parfait, aucun couple ne l'est,
mais solides. Ils se chamaillaient pour des choses normales. Comme le choix du restaurant ou le fait que Jean-Marc passait trop de temps sur le terrain de golf. Des problèmes de mariage tout à fait classiques. Juliette a aussi une petite sœur, Laura, qui a 25 ans et qui devait être sa demoiselle d'honneur. Laura est essentiellement une version plus petite et plus bruyante de Juliette. Avec 2 fois plus d'énergie et moitié moins de filtre. Je l'aime à la folie. Alors, quand est venu le temps d'organiser le mariage, Juliette et moi avons eu une grande discussion. Sur mes parents, plus précisément. Pouvaient-ils tous les deux venir sans rendre les choses bizarres? Juliette a été incroyable à ce sujet. Elle a dit que c'était ma décision, qu'elle soutiendrait mon choix quel qu'il soit. Et qu'elle voulait juste que je sois heureux le jour de notre mariage. J'ai décidé que oui, tous les deux seraient présents parce que, malgré tout, ils étaient toujours mes parents et je voulais qu'ils soient tous les deux là quand j'épouserai l'amour de ma vie. J'ai parlé à chacun d'eux séparément. Ma mère a dit qu'elle se comporterait au mieux. Mon père a dit qu'il ne provoquerait rien. Je les ai crus tous les deux parce que j'avais envie de les croire, ce qui, avec le recul, a été ma première erreur. Ma deuxième erreur a été de supposer que le drame viendrait du fait qu'ils ne s'entendraient pas entre eux. Jamais, au grand jamais. Je n'aurais envisagé la possibilité que la bombe n'explose pas entre mes parents. Elle exploserait entre mes parents et ceux de Juliette. Le mariage a eu lieu un samedi d'octobre. Nous l'avons célébré dans un magnifique domaine viticole dans le Beaujolais, à environ 45 minutes de Lyon. Juliette avait planifié chaque détail, jusqu'au rond de serviette. Et l'ensemble ressemblait à une photo de magazine. La cérémonie a été parfaite. J'ai encore pleuré. Juliette a pleuré. Laura a pleuré. Même Baptiste, mon témoin, a eu les larmes aux yeux. Et il m'avait dit un jour qu'il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 9 ans quand il avait marché sur une pièce de Lego. Tout était magnifique. La réception a commencé et l'énergie était incroyable. Le groupe de musique était génial, la nourriture était exceptionnelle et... Pendant les 2 premières heures, j'ai sincèrement pensé que nous avions réussi. Mes 2 parents étaient là, assis à des tables séparées, parfaitement courtois. Ma mère a même fait un compliment sur la robe de Catherine. Ce qui m'a semblé être une percée diplomatique digne des accords de Camp David. Je me souviens avoir serré la main de Juliette sous la table et lui avoir chuchoté « On a vraiment réussi ». Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Je te l'avais dit que ça se passerait bien ». Ensuite, ce fut le moment des discours. Baptiste est passé le premier. Il a raconté une histoire hilarante sur moi me perdant lors d'un voyage de camping pendant nos études. Atterrissant par erreur dans le campement d'un inconnu et mangeant par erreur ses saucisses grillées avant de réaliser ma méprise. Tout le monde a ri. C'était parfait. Laura est passée ensuite et a fait un discours doux et drôle sur la façon dont Juliette l'avait appelé après notre premier rendez-vous pour lui dire « Je crois que je viens de rencontrer la personne la plus agaçante et charmante au monde. » Plus de rire, quelques larmes de joie, le discours de demoiselle d'honneur par excellence. Puis, mon père s'est levé. Je ne lui avais pas demandé de faire de discours. C'était bien ça le problème. Le programme prévoyait que Baptiste, Laura, puis Jean-Marc dirait quelques mots en tant que père de la mariée. C'était tout. Mais mon père s'est levé. A attrapé un microphone sur l'installation du groupe et a tapoté dessus à 2 reprises. La salle s'est tue, parce que qu'allez-vous faire? Plaquer le père du marié au sol lors de la réception de mariage. J'ai regardé Juliette. Elle m'a regardé. Nous avons tous les deux haussé les épaules. Je me suis dit qu'il voulait dire quelque chose de gentil. Peut-être qu'il était devenu sentimental. Peut-être que ces 3 verres de vin l'avaient détendu. En fait, j'ai souri. Ce sourire a duré environ 8 secondes. Mon père s'est raclé la gorge, a regardé la salle et a commencé à parler. Au début, ça ressemblait à un discours normal de père du marié. Il a dit qu'il était fier de moi, que j'étais devenu un homme bien. Que Juliette était une femme merveilleuse et qu'il était heureux de l'accueillir dans la famille. Les gens souriaient. Catherine s'épongeait les yeux avec une serviette. Jean-Marc hochait la tête, le bras passé derrière la chaise de Catherine. Tout allait bien. Puis mon père a fait une pause, et cette pause sonnait faux.
Ce n'était pas la pose d'un homme qui se reprend parce qu'il est ému. C'était la pose d'un homme qui charge une arme. Il a légèrement tourné son corps pour faire face à la table de ma mère. Ma mère était assise avec sa sœur et quelques amis de la famille. Elle arborait ce demi-sourire poli. Celui qu'elle affichait toujours en public quand elle était mal à l'aise. Mon père l'a regardée droit dans les yeux et sa voix a changé. Elle est devenue plus basse, plus assurée, comme s'il avait répété ce qui allait suivre. Il a dit, mais puisque nous sommes tous réunis ici pour célébrer l'honnêteté, l'engagement et l'amour, je pense qu'il est juste de mettre en pratique ce que nous prêchons. Il a regardé ma mère et a ajouté, Valérie. Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde comment tu as entretenu une liaison avec le père de la mariée pendant 2 ans? La salle n'a pas poussé de cris de surprise. C'est ce qui arrive dans les films. Dans la vraie vie, quand une chose aussi dévastatrice tombe, la salle s'arrête tout simplement. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de chaque personne présente en même temps. J'ai vu des fourchettes figées à mi-chemin des bouches. J'ai vu des mains s'arrêter en plein élan vers des verres de vin. J'ai vu 200 personnes devenir complètement immobiles. Et le seul bruit a été celui du batteur du groupe heurtant accidentellement sa cymbale avec son genou. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. J'ai regardé Juliette et son visage était blanc. Pas contrarié, blanche. Blanche de choc, comme si le sang avait entièrement quitté son corps. Elle fixait son père. Et Jean-Marc, je n'oublierai jamais ça. Le visage de Jean-Marc racontait toute l'histoire. Il n'avait pas l'air confus. Il n'avait pas l'air indigné par une fausse accusation. Il avait l'air pris au piège. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée puis s'est rouverte, et rien n'en est sorti. Sa main a glissé du dossier de la chaise de Catherine comme s'il s'était brûlé. Catherine s'est tournée pour regarder son mari. Elle l'a fixé pendant peut-être 5 secondes. J'ai vu chaque année de leurs 32 ans de mariage traverser son visage pendant ces 5 secondes. L'incompréhension, la réalisation, le calcul, l'effondrement. Puis elle a pris son verre de vin rouge et l'a jeté directement au visage de Jean-Marc. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement levée, a attrapé son sac à main et a quitté la réception. Le vin dégoulinant encore du menton de Jean-Marc sur son costume. Personne n'a bougé. Personne ne l'a suivi. Personne n'a dit un seul mot. Ma mère était figée à sa table. Son demi-sourire poli avait disparu. Remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. C'était de la peur, mais pas le genre de peur qu'on ressent quand on craint pour soi-même. C'était la peur de quelqu'un qui vient de voir tout ce qu'il croyait enterré être déterré devant tout ce qu'il connaît. Elle m'a regardé et j'ai détourné les yeux. Je ne pouvais pas la regarder. Pas encore. Mon père a posé le micro sur la table la plus proche. A ajusté sa cravate et s'est dirigé calmement vers la sortie comme s'il venait de terminer la présentation d'un rapport trimestriel. Aucune émotion, aucune suite. Il a lâché la bombe et a quitté les lieux. Les 3 minutes suivantes ont été un chaos total. Laura a couru après sa mère. Maxime a couru après son père. Juliette a commencé à trembler à côté de moi, j'ai attrapé sa main, mais elle l'a retirée. Ce qui a été comme un coup de couteau dans la poitrine. Même si je savais que ça n'avait rien à voir avec moi. Jean-Marc était toujours assis à la table d'honneur, avec du vin rouge plein le visage et la chemise. Ressemblant à un homme qui vient de réaliser que la vie qu'il avait construite était un château de cartes et que quelqu'un venait d'allumer un ventilateur. Baptiste est apparu à mes côtés et a dit, « Il faut qu'on vous sorte tous les deux d'ici. » J'ai hoché la tête, car c'était la seule chose que je pouvais faire. Il a attrapé doucement le bras de Juliette et a dit, « Venez. On s'en va. » Et nous nous sommes éclipsés tous les 3 par une porte latérale tandis que 200 invités restaient assis dans un silence stupéfait derrière nous. Nous nous sommes retrouvés sur le parking du domaine viticole. Juliette était adossée à la voiture de Baptiste, les bras croisés, fixant le sol. Je me tenais à environ 3 mètres parce que je ne savais pas quelle était la bonne distance. À quelle distance pouvez-vous vous tenir de votre toute nouvelle épouse après que votre père vient de révéler que votre mère a entretenu une liaison avec son père? Il n'y a pas de manuel de savoir-vivre pour ça. Après ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'était probablement que 3 minutes.
Juliette a levé les yeux vers moi et a dit, « Le savais-tu » 3 mots. Le savais-tu? Et c'étaient les 3 mots les plus importants qu'on m'ait jamais dit. Parce que ma réponse allait déterminer si mon mariage survivrait à sa première nuit. Non, ai-je répondu. Je te le jure, Juliette. Je n'en avais aucune idée. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête une fois lentement. Comme si elle rangeait cette réponse dans un coin pour la vérifier plus tard. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas dit qu'elle me croyait. Elle a juste hoché la tête et s'est remise à fixer le sol. Baptiste nous a conduits à notre hôtel. Nous étions censés être dans la suite nuptiale. Champagne, pétales de rose, le grand jeu. Au lieu de cela, Juliette est allée directement dans la salle de bain, a fermé la porte. Et je l'ai entendue pleurer à travers le mur pendant près d'1 heure. Je suis resté assis sur le bord du lit dans mon costume, fixant le plafond. Essayant de comprendre comment ma vie était passée de parfaite à ce cauchemar en moins de 60 secondes. Vers minuit, Juliette est sortie. Ses yeux étaient gonflés et rouges, mais elle était calme. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit et a dit, « Je dois appeler ma mère. » Je lui ai tendu mon téléphone car le sien était dans la pochette que Laura avait encore. Elle a appelé Catherine 4 fois. Pas de réponse. Elle a appelé Laura, qui a décroché à la 2e sonnerie. Je n'entendais que la partie de Juliette, mais j'ai compris l'essentiel. Catherine était rentrée chez elle en conduisant elle-même. S'était enfermée dans la chambre et ne parlait à personne. Jean-Marc avait essayé de la suivre et elle lui avait dit à travers la porte que s'il ne partait pas, elle appelait la police. Il dormait dans un hôtel. Quand Juliette a raccroché, elle m'a regardé et a dit, « J'ai besoin que tu découvres si c'est vrai. » Je lui ai dit que je le ferais. Je lui ai dit que j'appellerais ma mère dès le lendemain matin. Juliette a secoué la tête. Pas demain. Tout de suite. Donc, à 00h30 lors de ma nuit de noces, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'elle attendait cet appel. Elle avait probablement fixé son téléphone depuis qu'elle avait quitté le domaine viticole. Je n'ai pas pris la peine de faire de préambule. J'ai juste demandé, « Est-ce vrai ?» Le silence à l'autre bout a duré environ 4 secondes. 4 secondes. C'est long quand on attend que sa mère nie ou confirme qu'elle a détruit 2 familles. Puis elle a dit, « Adrien, je peux expliquer. » Et j'ai eu ma réponse. Parce que les gens innocents disent non. Les coupables disent « Je peux expliquer. » J'ai raccroché. J'ai regardé Juliette. Je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit parce qu'elle l'a vu sur mon visage. Elle a mis sa tête entre ses mains et ne l'a pas relevée pendant un long moment. C'était ça ma nuit de noces. Pas de champagne, pas de romance, pas de joie. Juste 2 personnes assises sur un lit d'hôtel essayant d'assimiler le fait que leurs parents avaient fait quelque chose de si destructeur que la plus belle nuit de leur vie s'était transformée en point de départ du pire chapitre de leur existence. Et la chose qui n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. La chose que je n'arrivais pas à chasser alors que j'étais assis là, dans mon costume froissé. À écouter ma femme pleurer doucement à côté de moi, c'était que mon père savait. Il était au courant depuis Dieu sait combien de temps. Et il avait choisi ce moment précis. Pas un appel téléphonique, pas une conversation privée, pas une lettre, ni un courriel, ni un texto. Mon mariage, devant tous les gens que j'aimais. Il avait utilisé comme arme le jour le plus important de ma vie pour régler ses comptes avec ma mère. Et il ne se souciait pas de savoir qui serait pris dans le rayon de l'explosion. C'est le problème avec la vengeance quand elle est exécutée sans précision. Elle ne frappe pas seulement la cible. Elle frappe tous ceux qui se tiennent à proximité. Et cette nuit-là, les personnes qui se tenaient à proximité, c'était moi, Juliette, Catherine, Laura. Maxime et 200 invités venus célébrer l'amour et qui ont eu des places au premier rang pour assister à son exact opposé. La semaine qui a suivi le mariage a été la plus dure de ma vie, et pourtant j'en ai connu des difficiles. Juliette et moi devions nous envoler pour le Portugal pour notre lune de miel ce lundi-là. Nous n'y sommes pas allés. Nous ne pouvions même pas regarder nos valises sans que toute la soirée ne nous revienne de plein fouet. Nous avons annulé les vols et perdu la compte de notre location de vacances. Soit environ 1 500 € que nous ne reverrions jamais.
Ajoutez ça à la liste de ce que le petit discours de mon père nous a coûté. Au lieu d'explorer Lisbonne, j'ai passé ce lundi matin à conduire jusqu'à la maison de ma mère. Elle a ouvert la porte en ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours, ce qui était probablement le cas. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon en désordre. Et elle portait le même gilet qu'elle mettait toujours quand elle était stressée. J'avais vu ce gilet pendant le divorce. Pendant l'accident de voiture de Maxime quand il avait 16 ans. Pendant toutes les crises que notre famille avait traversées. Le voir maintenant m'a mis en colère d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que cette crise, c'était elle qui l'avait créée. Nous nous sommes assis à la table de sa cuisine. La même table où je faisais mes devoirs quand j'étais petit. La même table où elle avait annoncé à Maxime et moi que papa déménageait. Apparemment. C'était aussi la table où elle allait m'expliquer comment elle avait entretenu une liaison de 2 ans avec mon beau-père. Elle m'a tout raconté. Ça a commencé il y a environ 5 ans, 2 ans après que son divorce avec mon père a été prononcé. Elle avait rencontré Jean-Marc lors d'une collecte de fonds pour une association caritative en ville. Ils se sont reconnus de la fête de fiançailles que Juliette et moi avions organisée quelques mois plus tôt. Où tous les parents s'étaient rencontrés pour la première fois. Ils ont commencé à discuter, ont échangé leurs numéros et, selon ma mère, ça a commencé par une amitié. C'était quelqu'un qui l'écoutait. Quelqu'un qui lui donnait l'impression d'exister après des années à se sentir invisible dans son mariage. J'avais envie de lui hurler dessus. J'avais envie de renverser la table. Mais je suis resté assis là et je l'ai laissé parler parce que j'avais besoin de comprendre l'ampleur totale de ce à quoi nous avions affaire. Elle a dit que la liaison avait duré d'environ 2 ans avant le mariage jusqu'à 6 mois avant celui-ci, lorsque Jean-Marc a mis fin à la relation. Elle a dit qu'il avait pris peur. Il a dit que ça devenait trop compliqué. Que leurs enfants étaient sur le point de devenir une famille et qu'il fallait qu'ils arrêtent. Elle a accepté. Ils ont coupé tout contact, sauf pour ce qui était nécessaire à l'organisation du mariage, et tous deux pensaient que c'était fini. Enterré. Terminé. Je lui ai demandé comment mon père l'avait découvert. Elle est restée silencieuse. Puis elle m'a dit qu'elle le lui avait dit. Pas intentionnellement. Mon père et elle s'étaient disputés environ 3 mois avant le mariage. Une histoire de partage des frais d'assurance automobile de Maxime. Et ça avait dégénéré comme c'était toujours le cas avec leurs disputes. Passant de 0 à l'agressivité totale en 10 secondes chrono. Dans le feu de l'action, elle a dit quelque chose du genre. Au moins Jean-Marc me traitait comme une personne, et mon père, qui est beaucoup de choses mais pas stupide, s'est immédiatement accroché à ça. Il l'a pressé de questions. Elle a d'abord nié, mais mon père est impitoyable quand il sent l'odeur du sang. Et elle a fini par craquer. Elle lui a tout raconté. Puis l'a supplié de ne rien dire parce que c'était terminé et que ça ne ferait que blesser des gens. Mon père a accepté. Il lui a dit qu'il ne dirait pas un mot. Il lui a assuré que c'était du passé et qu'il ne se souciait plus de sa vie personnelle. Et pendant 3 mois, il s'est assis sur cette information comme une araignée sur sa toile. Attendant le moment idéal pour l'utiliser afin de causer un maximum de dégâts. J'ai quitté la maison de ma mère cet après-midi-là en ayant l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Je suis rentré chez moi. J'ai tout raconté à Juliette et j'ai regardé son visage traverser tout le spectre des émotions. Elle m'a posé une question. Mon père les mails, où était-ce juste par facilité? Je lui ai répondu que très honnêtement, je n'en savais rien. Les semaines qui ont suivi ont été brutales. Juliette a appelé son père une seule fois. J'étais dans la pièce. Elle l'a mis sur haut-parleur et a dit qu'elle avait une seule question. Et qu'en fonction de sa réponse, elle déciderait s'il se reparlerait un jour. Elle lui a demandé pourquoi. Pas comment, pas quand, pas qui avait commencé. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça à maman? Pourquoi risquerais-tu tout? Jean-Marc a bredouillé une réponse qui se résumait à la solitude et à la faiblesse. Ce qui était peut-être honnête, mais pas suffisant. Juliette a dit, tu te sentais seule. Alors tu as entretenu une liaison avec la mère de l'homme que ta fille allait épouser. Tu comprends à quel point ça a l'air insensé? Jean-Marc n'a pas su quoi répondre à cela. Personne n'aurait su.
Juliette a raccroché et ne l'a pas rappelé pendant 6 semaines. Catherine a demandé le divorce dans les 2 semaines suivant le mariage. Elle a engagé un avocat, a fait signifier les papiers par huissier au bureau de Jean-Marc. Et selon Laura, elle n'a plus versé une seule larme après cette première nuit. Je le crois volontiers. Catherine fait partie de ces gens qui pleurent une bonne fois pour toutes et qui se mettent ensuite au travail. Elle était anéantie. Absolument. Mais elle a canalisé tout cela dans l'action. Elle voulait la maison. Elle voulait sa juste part du portefeuille immobilier. Et elle voulait que Jean-Marc sache que 32 ans de mariage signifiait qu'elle savait où se trouvait chaque euro et où chaque actif était caché. Pendant ce temps, ma relation avec mon propre père était inexistante. Je l'ai appelé le lendemain du mariage, et il a répondu comme si de rien n'était. Comme si nous allions discuter de football en toute décontraction. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, et il a répondu, parce qu'elle le méritait. Je lui ai dit que la mère de Juliette ne le méritait pas. Que Juliette ne le méritait pas, que je ne le méritais pas. Il a fait une pause, puis il a dit, dommages collatéraux. Dommages collatéraux. Le mariage de son propre fils était un dommage collatéral. J'ai raccroché et je ne lui ai plus parlé pendant 2 mois. Juliette et moi avons à peine survécu à ces premières semaines en tant que couple marié. Nous ne nous disputions pas. C'était presque pire que de se disputer. Nous existions simplement dans le même espace. Tous deux confrontés aux trahisons de nos propres parents et essayant de ne pas nous défouler l'un sur l'autre. Elle faisait le deuil du père qu'elle pensait connaître. Je faisais le deuil du père que j'avais toujours souhaité que le mien soit. Nous restions assis aux extrémités opposées du canapé à regarder la télévision sans parler. Et ce silence n'était pas apaisant. Il était lourd. C'est Baptiste qui m'en a sorti. Il a débarqué un jeudi soir sans être invité avec un carton de 6 bières et un sac de plats mexicains. Il s'est assis en face de moi et a dit, « Tu as une mine affreuse, ta femme a l'air malheureuse. Et si tu ne fais rien, ce que vos parents ont brisé va vous briser vous aussi. » Baptiste ne prend pas de gants pour dire les choses, c'est pour ça qu'il est mon meilleur ami. Il avait raison. Ce n'était pas Juliette et moi qui avions eu cette liaison. Ce n'était pas nous qui avions fait exploser une bombe à une réception de mariage. C'était nous qui nous retrouvions avec les débris entre les mains. Et si nous ne décidions pas activement de les poser pour construire quelque chose de nouveau, ils allaient nous enterrer. Ce soir-là, après le départ de Baptiste, je me suis assis à côté de Juliette sur le canapé. Très près cette fois, pas à l'autre bout, et j'ai dit, je ne veux pas les laisser gâcher ça. Je t'ai épousé parce que tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée, et ce qu'ils ont fait n'y change rien. Elle m'a regardé longuement, puis elle a dit. Alors nous devons arrêter de laisser leurs problèmes être la seule chose qui occupe cet appartement. Alors, nous avons pris une décision. Nous allions régler les histoires de famille à nos conditions, selon notre calendrier. Et entre-temps, nous allions véritablement vivre notre mariage. Nous avons commencé doucement. Nous préparions le dîner ensemble le vendredi soir. Nous allions nous promener le samedi matin. Nous parlions de choses qui n'étaient pas nos parents. Nous avons recommencé à rire, ce qui semble être le minimum syndical. Mais après 3 semaines de silence, entendre Juliette rire à une bêtise que j'avais dite, c'était comme revenir à la vie. Et lentement, prudemment, nous avons commencé à imaginer à quoi allait ressembler notre famille à l'avenir. Parce que l'ancienne version, celle où l'on dînait pendant les fêtes avec les 2 pères de parents et où tout le monde faisait semblant de s'entendre, cette version-là était morte. Il nous en fallait une nouvelle. Et la construire allait exiger quelque chose que j'évitais depuis la nuit de noces. J'allais devoir affronter chacune des personnes qui avaient joué un rôle dans ce désastre et fixer des limites qui tiendraient vraiment le coup. À commencer par mon père. J'ai passé une semaine entière à préparer ma conversation avec mon père. Non pas parce que j'avais besoin de répéter, je savais exactement ce que je voulais dire, mais parce que j'avais besoin de le dire avec lucidité, et non sous le coup de la colère. Toute ma vie, mon père avait été celui qui dominait l'assemblée. Il avait toujours le dernier mot. Il pouvait vous faire vous sentir minuscule avec une seule phrase. Je n'allais pas entrer là-bas en étant émotif pour lui donner l'occasion de détourner le sujet. Juliette m'a aidé. Elle s'est assise avec moi un soir et a dit, « Tu dois décider de ce que tu attends vraiment de ça.
Pas de ce que tu veux dire, mais du résultat que tu veux obtenir. Ça m'a frappé plus fort que tout ce qu'elle avait dit depuis le mariage. Parce que ce que je voulais au fond de moi, c'était que mon père me regarde dans les yeux et me dise qu'il était désolé. Vraiment désolé. Pas désolé d'avoir été pris. Pas désolé que les choses aient mal tourné. Mais désolé d'avoir délibérément choisi de me blesser le jour le plus important de ma vie. Mais je savais aussi que cela n'arriverait peut-être pas. Mon père ne s'excuse pas. Il se justifie. Il recadre les choses. Il vous donne l'impression que c'est vous qui êtes déraisonnable d'être contrarié. Il me fallait donc un plan B, qui était le suivant. Peu importe qu'il s'excuse ou non. J'allais lui dire exactement quelles étaient les conséquences de ses actes. Et ensuite, j'allais fixer une limite que j'avais l'intention de faire respecter de façon permanente. Je lui ai demandé de me retrouver dans un café un samedi matin. Un terrain neutre, assez public pour qu'aucun de nous n'élève la voix. Il s'est pointé en pantalon beige et polo, comme si on s'apprêtait à faire une partie de golf. Il a même souri en me voyant, ce qui a fait grimper ma tension artérielle d'un coup. Nous nous sommes assis. Il a commandé un café noir. Je n'ai rien commandé parce que j'avais l'estomac noué. Il a commencé par des banalités, demandant comment allait le travail, l'appartement. Si Juliette et moi avions reprogrammé la lune de miel. Je l'ai laissé parler pendant environ 2 minutes, puis j'ai dit, « Papa. J'ai besoin que tu t'arrêtes et que tu m'écoutes parce que je ne vais le dire qu'une seule fois. » Il s'est adossé à sa chaise avec ce regard qu'il a quand il pense que quelqu'un dramatise la situation. J'avais vu ce regard toute ma vie. Ça me faisait reculer avant. Plus maintenant. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait à mon mariage, ce n'était pas de la justice. Ce n'était pas le karma. Ce n'était pas lui qui mettait maman face à ses responsabilités. C'était une représentation théâtrale. Il avait transformé la pire chose que ma mère ait jamais faite en divertissement pour 200 personnes. Et il s'était servi de mon mariage comme d'une scène. Je lui ai dit que la mère de Juliette, une femme qui n'avait rien fait de mal, traversait maintenant un divorce à cause de la façon dont il avait choisi de révéler l'information, et non pas à cause de la liaison elle-même. Parce que les liaisons finissent toujours par se savoir. Mais lui avait choisi la méthode la plus publique, la plus humiliante et la plus cruelle possible. Je lui ai dit que Juliette et moi avions failli ne pas survivre au premier mois de notre mariage. Parce que les fondations s'étaient fissurées avant même que le ciment ne soit sec. Il a essayé de m'interrompre à 2 reprises. Les 2 fois, j'ai levé la main et dit, « Je n'ai pas fini. » Je ne lui avais jamais fait ça auparavant. Je pouvais voir que ça s'inscrivait sur son visage, que quelque chose changeait. Puis je lui ai posé la question, celle à laquelle j'avais besoin d'une réponse. Pourquoi à mon mariage, papa? Tu as eu 3 mois. Tu aurais pu me le dire en privé. Tu aurais pu affronter maman seule. Tu aurais pu faire absolument n'importe quoi d'autre. Pourquoi as-tu choisi mon mariage? Il est resté silencieux pendant un long moment, plus longtemps que je ne l'avais jamais vu rester sans parler. Puis il a dit, parce que je voulais qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. Je voulais qu'elle sache ce que ça fait qu'on vous enlève la chose à laquelle vous tenez le plus, devant tout le monde. Je l'ai dévisagé. La chose à laquelle elle tenait le plus, c'était mon mariage. Oui. Et tu l'as détruit pour la punir. Il n'a pas répondu à celle-là. Il a juste regardé son café. Je me suis levé. Je lui ai dit que tant qu'il ne pourrait pas comprendre et reconnaître sincèrement ce qu'il avait fait. Pas seulement à maman, mais à moi, à Juliette, à Catherine. À tous ceux qui étaient dans cette pièce, c'était fini entre nous. Pas un froid temporaire. Fini. Pas d'appel, pas de fête de fin d'année, pas d'anniversaire. Je lui ai dit que le fait d'être mon père ne lui donnait pas le droit d'utiliser ma vie comme une arme dans sa guerre contre ma mère. Il a dit, tu dramatises, Adrien. J'ai répondu, et toi, tu es bloqué. Adieu, papa. Je suis sorti. Mes mains tremblaient, mais ma voix n'avait pas craqué une seule fois. Baptiste aurait été fier. La conversation avec ma mère a été différente, mais tout aussi nécessaire. Je suis allé chez elle le week-end suivant. Elle était nerveuse. Je pouvais m'en rendre compte parce qu'elle avait fait de la pâtisserie.
Ma mère cuisine quand elle est stressée. Il y avait 2 tartes et une fournée de brownies sur le plan de travail, et il n'était que 10 heures du matin. Je me suis assis et je lui ai dit que je n'étais pas là pour lui crier dessus. Je n'étais pas là pour lui faire honte. La liaison la regardait, elle et Jean-Marc, et c'était à eux. À leur conscience et à l'avocat spécialisé en divorce de Catherine de régler les questions morales que cela posait. Mais j'avais besoin qu'elle comprenne l'impact que cela avait eu sur moi et Juliette. Et j'avais besoin qu'elle m'entende quand je disais que la façon dont cela s'était déroulé avait définitivement changé notre relation. Elle a pleuré. Je m'y attendais. Elle s'est excusée sincèrement, ce à quoi je ne m'attendais pas si vite. Elle a dit qu'elle avait été égoïste. Qu'elle s'était sentie tellement seule après le divorce que lorsque quelqu'un lui avait prêté de l'attention, elle s'y était accrochée sans penser au lien qu'il y avait. Je lui ai dit que je comprenais la solitude. Je lui ai dit que je ne comprenais pas le choix d'avoir une liaison avec le père de la femme que son fils s'apprêtait à épouser. Ce sont 2 choses différentes. Elle a hoché la tête. Elle ne s'est pas cherché d'excuses. Elle n'a pas détourné la conversation. Elle est restée assise là et a encaissé. Ce qui était plus que ce que mon père avait été prêt à faire. Je lui ai dit que si elle voulait faire partie de ma vie et de celle de Juliette à l'avenir, elle devait faire 2 choses. Premièrement, elle devait écrire une lettre à Catherine, une vraie. Pas des excuses pour avoir été prise. Mais une reconnaissance de ce qu'elle avait fait et de la douleur que cela avait causé. Que Catherine la lise, y réponde ou la brûle, c'était son choix. Mais maman devait l'envoyer. Deuxièmement, elle devait nous laisser de l'espace, à Juliette et à moi. Pas pour toujours, mais pour le moment. Nous la contacterions quand nous serions prêts. Elle a accepté les 2 conditions. Pas de dispute, pas de négociation. Elle m'a accompagné à la porte et a dit. Je sais que tu as sans doute du mal à y croire en ce moment, mais je suis fier de l'homme que tu es. Je lui ai dit que j'appréciais cela, et je suis parti. De son côté, Juliette gérait la situation. Le divorce de Catherine progressait avec la précision d'une opération militaire. Jean-Marc avait essayé de contester une partie du partage des biens. Et l'avocat de Catherine lui avait essentiellement répondu qu'au vu des circonstances, il ferait bien de réfléchir sérieusement à l'effet que cela produirait devant le juge aux affaires familiales. Jean-Marc avait rapidement cédé après ça. Juliette a rencontré son père une fois pendant cette période. Elle y est allée seule. Quand elle est revenue, elle m'a dit qu'elle lui avait posé la même question que celle que j'avais posée à ma mère. Pourquoi ? Jean-Marc avait répondu quelque chose qui m'a en fait un peu brisé le cœur. Même si je pensais ne plus avoir aucune compassion pour cet homme. Il a dit, j'ai passé 30 ans à faire tout ce qu'il fallait en ne ressentant rien. Elle a été la première personne qui m'a fait ressentir quelque chose depuis des années. Juliette lui a dit que ce n'était pas suffisant. Que le fait qu'il ressente quelque chose ne justifiait pas de briser la personne qui avait construit sa vie autour de lui. Il n'a pas cherché à discuter. À la fin de ce mois-là, Juliette et moi avions parlé à toutes les personnes impliquées. Nous avions fixé nos limites. Nous avions dit ce qui devait être dit, et nous l'avions fait ensemble, en équipe. Ce qui était la première fois depuis le mariage qu'être marié ressemblait vraiment à ce que c'était censé être. Ensuite, Catherine nous a appelés. Elle nous a invités à dîner, juste nous 3. Elle avait préparé un rôti de bœuf avec des légumes rôtis et du pain fait maison. Et elle nous a fait asseoir et a dit. Je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé à votre mariage n'était pas de votre faute. Pas une seule seconde. Et je refuse de laisser cela définir notre famille. Elle a regardé Juliette et a ajouté, tu es ma fille et il est mon fils maintenant. Et cela n'a rien à voir avec ce que ton père a fait. Juliette a complètement craqué et a fondu en larmes. Je n'étais pas loin d'en faire autant. Catherine nous a serrés tous les 2 dans ses bras à cette table, comme si nous étions ses enfants, car nous l'étions. Et pour la première fois depuis le mariage, quelque chose s'est relâché dans ma poitrine. Comme un poing resté serré pendant 2 mois qui s'ouvrait enfin. Nous n'avions pas encore terminé. Mais pour la première fois, je pouvais voir à quoi allait ressembler notre vie une fois cette épreuve surmontée. Et elle n'était pas définie par ce que nos parents avaient détruit. Elle était définie par ce que Juliette et moi avions choisi de construire. 6 mois après le mariage, Juliette et moi sommes enfin partis en lune de miel.
Pas au Portugal. Nous sommes allés dans une petite ville côtière en Bretagne. Rien de luxueux, juste un petit gîte en location avec un porche et vue sur l'océan. Et absolument aucun membre de nos familles dans un rayon de 300 km. C'était parfait. Nous avons mangé des fruits de mer tous les soirs. Nous nous sommes promenés sur la plage tous les matins, et pendant une semaine entière, nous n'étions qu'un couple marié en vacances. Pas de drame, pas de retombées, pas d'appel de parents en pleurs, juste nous. C'est pendant ce voyage que Juliette m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle l'a fait au petit déjeuner. Elle a simplement fait glisser un test positif sur la table. À côté de mon assiette d'œufs brouillés, comme si elle me passait le sel. Je l'ai fixée pendant environ 10 secondes, puis je l'ai regardée. Et elle avait cette expression sur le visage, à moitié terrifiée et à moitié radieuse. Je me suis levé et je l'ai serrée si fort dans ses bras que j'ai failli renverser le jus d'orange. Un bébé. Nous allions avoir un bébé. Cette nouvelle a tout changé. Non pas parce qu'elle réparait ce qui était cassé, mais parce qu'elle nous donnait une raison d'achever la reconstruction. Chaque limite que nous avions fixée, chaque conversation difficile que nous avions eue, chaque ligne que nous avions tracée dans le sable avait soudainement une date limite. Parce que dans environ 7 mois, un enfant allait entrer en scène. Et Juliette et moi avions besoin de savoir exactement à quoi ressemblait notre famille avant l'arrivée de cet enfant. Alors, nous nous sommes mis au travail. Avec Catherine, ce fut facile. Elle était déjà pleinement engagée. Elle avait finalisé son divorce, obtenu la maison et un accord équitable. Et elle s'épanouissait d'une manière qui, honnêtement, surprenait tout le monde, peut-être même elle-même. Elle a rejoint un club de lecture. A commencé à faire du bénévolat pour une association d'alphabétisation. Et a eu ce qu'elle appelait une véritable métamorphose. Dont Laura s'est attribué tout le mérite puisqu'elle avait traîné Catherine dans un centre de bien-être pour le week-end et lui avait acheté une nouvelle garde-robe. Quand nous avons annoncé la nouvelle du bébé à Catherine, elle a fondu en larmes et a avoué qu'elle avait déjà commencé à tricoter une couverture au cas où. L'intuition de cette femme est à la limite du surnaturel. Avec ma mère, c'était plus difficile, mais elle avait fait le travail nécessaire. Elle avait envoyé la lettre à Catherine comme je le lui avais demandé. Je ne sais pas ce qu'elle contenait et je ne l'ai jamais demandé. Mais je sais que Catherine l'a reçue parce que Laura l'a mentionné une fois en passant. Ma mère avait aussi commencé à voir un thérapeute, ce qui était une première pour elle. Elle était plus silencieuse qu'avant, plus prudente avec ses mots. Quand nous lui avons parlé du bébé, elle était ravie mais retenue, comme si elle avait peur de dépasser les bornes. Je lui ai dit qu'elle avait le droit d'être heureuse. Elle pouvait être heureuse et continuer à travailler sur elle-même. Ces deux choses pouvaient exister en même temps. Pour Jean-Marc, c'était en cours de progression. Juliette avait lentement renoué le contact, mais uniquement à ses propres conditions. Il venait dîner une fois par mois, poli et faisant visiblement des efforts. Il avait commencé à faire du bénévolat pour une antenne locale d'Habitat pour l'Humanité, ce qui, selon Juliette, était sa façon d'essayer de construire quelque chose après avoir passé des années à détruire. Quand nous lui avons parlé du bébé, il a pleuré et a dit qu'il ne le méritait pas. Juliette a répondu « Non, tu ne le mérites pas. Mais ce bébé mérite un grand-père qui s'investit et qui fait de son mieux. » Jean-Marc a hoché la tête et n'a pas dit un mot de plus de toute la soirée. Et puis, il y avait mon père. Je n'avais pas parlé à Olivier depuis 5 mois lorsqu'il m'a envoyé une lettre manuscrite. Ce qui lui ressemblait si peu que j'ai vérifié l'écriture à 3 reprises. La lettre faisait 3 pages. L'essentiel était ceci, il consultait un thérapeute. Le thérapeute lui avait posé une question qui l'empêchait de dormir la nuit. Le regard sur le visage de votre fils en valait-il la peine? Et il avait fini par s'avouer que la réponse était non. Que rien ne valait le regard que j'avais eu quand il avait prononcé ces mots dans ce micro. Il a dit qu'il comprendrait si je ne voulais plus jamais le revoir. Mais qu'il voulait que je sache qu'il était désolé. Pas le désolé, elle l'a mérité. Le désolé d'avoir choisi de blesser mon fils pour punir mon ex-femme. Il y a une différence. Et pour la première fois de ma vie, mon père semblait la comprendre. J'ai gardé cette lettre pendant une semaine. Je l'ai probablement lue 15 fois. Juliette l'a lue aussi et a dit « Que veux-tu faire ?»
Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle a répondu, alors prends ton temps. C'est à toi de décider. Je l'ai appelé un dimanche. Il a décroché et n'a pas dit bonjour. Il a juste dit Adrien. Comme s'il ne pouvait pas croire que c'était vraiment moi. Je lui ai dit que j'avais lu la lettre. Je lui ai dit que ça signifiait quelque chose. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à le réintégrer dans ma vie comme avant et que je ne le serais peut-être jamais. Mais que j'étais prêt à commencer par un appel téléphonique une fois par semaine et voir où cela nous mènerait. Il a dit, d'accord. Sa voix a craqué quand il l'a dit, et la voix de mon père ne craque jamais, au grand jamais. Nous avons commencé les appels hebdomadaires. Maladroit au début, beaucoup de sujets sans risque comme la météo et le sport. Mais avec le temps, c'est devenu plus facile. Il prenait des nouvelles de Juliette, du travail. Il posait des questions sur le bébé. Et quand je lui ai annoncé que nous l'attendions, il y a eu un silence sur la ligne pendant environ 5 secondes. Puis il a dit, je serai meilleur pour eux que je ne l'ai été pour toi. C'était la première fois qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas été à la hauteur. Je lui ai dit que c'était le bon objectif. Environ un mois avant la naissance du bébé, Juliette et moi avons organisé un petit dîner dans notre appartement. Pas une fête prénatale, juste une rencontre. Nous avons invité Catherine, Laura, ma mère, Maxime et Baptiste. Nous n'avons invité ni Jean-Marc ni mon père, et tous les deux en ont compris la raison. Ce dîner était pour les personnes qui nous avaient soutenus pendant le pire. Catherine a apporté la couverture tricotée, verte et jaune, et honnêtement, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue faite de la main de quelqu'un. Laura a apporté pour environ 900 € de vêtements pour bébé. Parce que Laura ne fait jamais les choses à moitié. Ma mère a apporté une tarte, parce que c'était une évidence. Et Baptiste a apporté un petit vêtement pour bébé sur lequel il était écrit. Mes parents ont survécu à un mariage désastreux et tout ce que j'ai eu, c'est ce minable vêtement. Tout le monde a ri, même ma mère. À un moment du dîner, Catherine et ma mère se sont retrouvées dans la cuisine en même temps. Je les observais depuis le salon, prêt à intervenir si nécessaire. Mais Catherine a regardé ma mère et a dit. La couverture est assez grande pour que deux grands-mères aient aidé à la fabriquer. Ma mère a dit, je ne sais pas tricoter. Catherine a répondu, je sais. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai faite grande de toute façon. Ensuite, elles sont restées là toutes les deux une seconde et il s'est passé quelque chose entre elles que je ne peux pas décrire complètement. Ce n'était pas du pardon. Il était trop tôt pour ça. Mais c'était la reconnaissance qu'elles allaient toutes les deux faire partie de la vie de cet enfant. Et qu'elles pouvaient soit laisser le passé rendre cela insupportable, soit trouver un moyen de le surmonter. Elles ont choisi de le surmonter. Notre fille est née un mercredi matin d'avril. Elle pesait 3,3 kg et a crié si fort en sortant que l'infirmière a ri et a dit qu'elle avait déjà du caractère. Juliette l'a tenue la première, et l'expression sur son visage, je ne peux même pas la mettre en mots. C'était l'univers entier condensé dans l'espace entre une mère et son bébé. Nous l'avons appelée Louise. Pas de nom de famille, pas de signification particulière. Nous aimions juste ce prénom. Louise, qui avait la chance de prendre un nouveau départ. Louise, qui grandirait en sachant que ses parents se sont choisis et ont choisi de construire quelque chose de bien. Même quand les personnes qui étaient censées leur montrer comment faire ont lamentablement échoué. J'écris ces mots un samedi soir. Louise dort dans son berceau à environ 3 mètres de moi. Juliette est sur le canapé, lisant un livre, les pieds sur mes genoux. Catherine vient demain pour faire du babysitting afin que nous puissions aller voir un film comme de vrais adultes pour la première fois en 2 mois. Mon père et moi continuons les appels hebdomadaires. Il a rencontré Louise le mois dernier. Il l'a tenue comme si elle était en verre et lui a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Quand je lui ai demandé ce qu'il lui avait dit, il a secoué la tête et a dit, c'est entre elle et moi. Pour une fois, je lui ai laissé son secret. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites à voix haute lors d'une réception. Ma mère et Catherine ne sont pas amies. Je ne pense pas qu'elles le seront un jour. Mais elles peuvent maintenant être dans la même pièce sans que l'air ne devienne irrespirable. Et lors de la fête du 1er mois de Louise, elles se sont assises à la même table et ont parlé de la météo pendant 6 minutes pleines, ce qui
dans notre famille, compte comme une avancée majeure, du même niveau que la chute du mur de Berlin. Jean-Marc voit Juliette une fois par mois. Il fait des efforts. Savoir si ce sera un jour suffisant dépend de Juliette, et elle prend les choses une visite à la fois. Et moi, je vais bien. Pas de la même façon que j'allais bien avant le mariage. Ce qui était naïf est bâti sur un tissu de choses que j'ignorais. Je vais bien de la façon dont on ne peut aller bien qu'après que tout s'est effondré et qu'on a choisi de tout reconstruire de ses propres mains. C'est un bien-être plus solide. Il ne se fissure pas si facilement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.